Et nous parlions à l'instant de consommation durable, de pédagogie auprès du consommateur. Sachez qu'aujourd'hui, 67% des Français choisissent des produits durables, jugés de meilleure qualité. Mais comment faire justement pour combiner produits durables, produits de qualité, produits abordables? Quelle est la bonne recette finalement? Je vous propose de nous pencher sur l'exemple du café avec notre invité Edgar Meauxson. Bonjour. Bonjour, merci. Edgar Meauxson, bonjour. Vous êtes leader des nouveaux projets chez Café Méo. Comme pour chaque début de session, je vous propose un mot qui pourrait résumer votre action. Et ce que je trouvais assez caractéristique, c'était le terme un peu prise de risque. Parce que vous testez, vous innovez, vous expérimentez sans cesse, sans pour autant perdre de vue le prisme de la performance globale, économique, environnementale. Vous avez beaucoup travaillé sur l'impact environnemental de vos produits en activant tout ce sur quoi vous aviez la main finalement, à commencer par les emballages. Alors quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place sur vos emballages ? Alors c'est une bonne introduction justement de dire qu'on prend des risques. On a toujours été obligé de faire un pas de côté, ça c'est structurel à notre entreprise. Nous sommes un challenger sur le marché face à de très grosses multinationales. Et donc pour nous démarquer, il faut réussir à être toujours un petit peu à côté de ce que font les autres. Faire le pas de côté, voilà. Nous avons commencé donc, il y a pas mal d'années par du café biologique, du café commerce équitable. Et là, récemment, justement, nous nous sommes intéressés à l'empreinte de nos emballages. Nous avons constaté que la plupart des produits étaient vendus sur des petits formats pour inciter le consommateur à venir essayer. Ça fait des prix un petit peu plus petits. On est sur du 250 grammes. Voilà, 250 grammes de café. Et on s'est dit, bon, ça fait pas beaucoup de sens. Souvent, c'était vendu en plus dans des lots, oui. Des 3 paquets de 250 grammes, voire 4 paquets avec des suremballages, parfois encore des suremballages encore au-dessus pour emballer le tout. Enfin bon. On s'est dit, il faut qu'on arrive à changer la donne de tout ça. Et donc, on a fait des formats kilos sur le café en grains, en se disant que c'était la quantité idéale pour un consommateur face à sa consommation mensuelle. Et 500 grammes sur le paquet moulu. Alors ça paraît rien comme ça, mais ça a eu un impact assez significatif. Oui. D'un point de vue industriel déjà, de fabrication. C'est aussi un pari commercial, parce que vous me disiez, le client il a l'habitude de tester finalement son café, il peut aller plus facilement sur un 250 grammes qu'un 500. C'est quand même un pari que de proposer volontairement des formats plus importants. Oui, c'est un pari puisque justement, comme une marque comme la nôtre qui n'est pas leader sur le marché, sur tous les segments malheureusement, nous ne pouvons pas nous permettre d'afficher un prix facial trop élevé qui serait un frein en fait pour le client de venir nous découvrir simplement. Et pourtant, on l'a fait en se disant on va mettre en avant la réduction d'emballage, on va dire ok, on est une marque responsable, on est sorti un peu de ce schéma-là des petits paquets à prix accessible. Notre gros paquet, il est moins cher au kilo, vous ne nous connaissez pas, mais faites le risque et vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. C'est le pari qu'on a pris. Ça paraît logique. Vous avez aussi travaillé sur la surface de l'emballage, vous avez aussi maximisé le produit. Oui. Ça, c'est pareil, ça a été aussi Alors ça, justement, quand on a changé l'emballage, on a essayé de réduire le vide au maximum, donc en calibrant vraiment le patron originel de l'emballage, afin qu'une fois le sachet fermé, il y ait le moins de surface nécessaire pour englober le volume de café et donc réduire au total de 27% la surface d'emballage. J'allais vous demander les gains que ça a eu aussi vraiment des effets avec des chiffrés. C'est ça, donc 27% de réduction d'emballage par rapport à ce qui se faisait traditionnellement en plusieurs paquets de 250 grammes. Donc c'est un effet vraiment non négligeable et qu'on a eu alors à force d'innovation de notre côté avec cette prise de risque commerciale, mais qui au final pour le consommateur, ça ne lui demande pas un coût en plus, au contraire, c'est moins cher d'acheter des gros formats en prix au kilo. Bien donc sûr. Tout le monde est gagnant. Et tout le monde est gagnant. Je voudrais à présent que l'on aborde ce que vous avez appelé votre laboratoire RSE. Je trouvais le terme assez innovant. C'est votre gamme de café Kuta. Alors déjà, pourquoi avoir créé une gamme un peu labo, un peu laboratoire RSE ?
En fait, avec ce café Kuta, on a l'ambition de faire un café qui est neutre en carbone d'ici 2027. Ça, c'est l'ambition qui est affichée. Et 2027, voilà. C'est demain. Oui, absolument. Alors, on a commencé en 2022, on s'était donné 5 ans à l'époque. Et donc, pourquoi est-ce qu'on l'a fait sur une autre marque qui est justement notre laboratoire RSE? C'est que on est resté pragmatique et on s'est dit, si sur notre marque Café Méo, qui commençait quand même à bien grossir, à prendre des parts de marché non négligeables en France, on change tout et on fait de nombreuses initiatives qui vont dans le sens de la RSE mais qui ne sont pas suivies par les consommateurs, on va décrocher et économiquement, on ne va pas s'y retrouver. Ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc on a vraiment eu ce pragmatisme chevillé au corps de se dire il faut réussir à faire des actions qui ont un impact. Maintenant, il faut toujours que économiquement on s'y retrouve. Sinon, ça ferait de nous une ONG, une boîte subventionnée, et ce n'est pas le but d'une entreprise. Et donc, cette entreprise, cette marque Kuta, elle a pour but donc, de nous permettre de tester. Dessus, on peut faire plein de choses. C'est très clairement affiché pour le consommateur qu'on va faire des tests, on va itérer. Et donc là, par exemple, depuis que la marque existe, depuis 2022, on a changé, je pense, 3 fois déjà le design de l'emballage. On est commencé par des boîtes métalliques, on est passé sur des sachets recyclables. La charte graphique a complètement évolué. Voilà, en fait, vous testez, et ça, c'est aussi important que le consommateur, votre client, il achète aussi en connaissance de cause. C'est ça, et ça, c'est complètement, on l'a communiqué sur la marque, donc le consommateur est au courant, donc il n'est pas choqué de voir le design changer d'un jour à l'autre, de voir sa boîte métal devenir un sachet. Il comprend notre démarche. Alors bon, il y en a qui peuvent ne pas l'accepter, mais globalement, normalement, le consommateur est averti. Si on l'avait fait sur nos paquets Méo, en disant du jour au lendemain, tout le design change puisqu'on veut faire un paquet avec moins d'encre, on change tous nos sachets en boîte métallique. Bon, là, on a fait l'inverse, mais voilà, c'est des tests qu'on aurait pu faire sur Méo. Ça aurait été très risqué sur des lignes produits qui génèrent plusieurs millions d'euros à elles seules, de faire ces changements sans être certain que le consommateur allait nous suivre. Donc voilà pourquoi on l'a fait sur notre petite marque laboratoire. Et ça vous permet du coup d'essaimer aussi ce qui marche pas derrière. Est-ce que vous avez aussi réussi à transformer des choses pour Méo ou pas? Parce que c'est aussi... Absolument. Par exemple, sur les emballages recyclables, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense en fait, de simplement créer des emballages qui soient recyclables dans le café. Il y a beaucoup de contraintes sur la sauvegarde de la qualité alimentaire du produit. Et donc nous avons pu itérer sur notre marque Kuta, essayer plusieurs types d'emballages, essayer plusieurs façons, jusqu'à trouver la bonne qui a fonctionné. Le bon modèle. Voilà. Qu'on a pu lancer donc, sur Kuta. Là, on a vu que ça marchait. Et du coup, ça, on a déjà pu le décliner sur quelques produits de la marque Méo. Donc voilà, grâce à cette petite marque qui est évidemment beaucoup plus anecdotique, mais voilà, on a pu tester, identifier ce qui marchait, ce que le consommateur arrivait à accepter sans aucun souci, ce qui préservait la qualité alimentaire du produit. Et on l'a décliné avec succès. Avec succès. Autre originalité, si je puis dire, de Kuta, c'est que le café, il vient par voilier. C'est un challenge, j'imagine, logistiquement parlant. C'est un gros challenge logistique. Alors surtout quand on a commencé, donc la marque, on a dit, lancée en 2022, donc on a fait les approvisionnements en 2021. On était encore en pleine crise des conteneurs maritimes, donc tout ce qui touchait au fret avait déjà des coûts hyper élevés et le voilier n'a pas fait exception. Donc ça a représenté un surcoût énorme. C'était des difficultés logistiques supplémentaires puisque les ports traditionnels de marchandises sont beaucoup moins bien équipés pour recevoir des voiliers où la marchandise est en cale. Il faut envoyer encore des dockers qui vont physiquement dans le voilier prendre les sacs de café un à un sur leur dos. C'est pas dans des conteneurs où une grue les transporte. Enfin, voilà, donc il y a eu énormément de contraintes supplémentaires à prendre en compte, un coût vraiment non négligeable. Mais ça faisait partie vraiment d'une des promesses qu'on avait fait à notre consommateur, d'agir là où on avait la main. Donc dans un premier lieu, on l'a vu sur nos paquets, sur nos torréfactions, puis sur nos approvisionnements et notamment la manière de faire venir. Donc ça, vraiment ancré dans le cadre d'une analyse de cycle de vie complète de notre produit. Justement, sur l'analyse de cycle de vie, le transport, l'emballage, ce ne sont pas les impacts premiers. Alors c'est dans le jargon le scope 3, c'est la culture. Comment vous
Comment vous travaillez ce sujet-là aussi parce que ça se fait vraiment au niveau de la production elle-même du café, là où vous avez le plus d'impact. Alors le café, donc, il a la particularité d'être produit exclusivement dans des pays tropicaux, et donc il n'y en a pas un grain qui pousse en Europe. Oui. Donc effectivement, nous-mêmes, étant une boîte franco-française, nous n'avons pas internalisé nos productions de café. Pour ça, donc, on a travaillé avec des partenaires. On a été identifier des plantations qui étaient déjà vertueuses ou qui au moins s'inscrivaient dans cette démarche d'amélioration continue et de compréhension en fait de ces enjeux-là. Ouais. Voilà, on voulait pas partir sur des grosses fermes qui étaient déjà très industrialisées, très polluantes. On cherchait à travailler avec des fermiers qui voulaient développer, qui avaient l'amour du produit, qui voulaient développer le café et qui avaient la volonté de le faire dans une démarche vertueuse. On a trouvé un partenaire pour nous accompagner qui est justement un des grands négociants de café. Avec lequel on a monté un projet donc pour investir chaque année dans une plantation et vraiment réussir à calculer l'empreinte carbone exacte pour cette plantation en année zéro et ensuite de le faire diminuer progressivement. Alors on n'arrivera pas à zéro, c'est impossible. Voilà, il y aura forcément une part incompressible d'émissions carbone, ça c'est le cas pour absolument tous les produits qu'on fait. Mais réussir à réduire tout ce qu'on peut réduire, voilà, le compresser au maximum. Et ensuite, ce qui est incompressible, réussir à le compenser, mais toujours de manière vertueuse. Le but, c'est pas d'aller sur le marché des crédits carbone et de simplement d'acheter le nombre de crédits nécessaires. C'est de réinvestir dans des projets qui font du sens dans la filière café et qui soient donc aussi premiumisés par rapport au crédit carbone classique. Alors on a parlé de l'emballage, du packaging, du transport. Vous avez aussi, on va parler des déchets pour le client, parce que je voudrais qu'on aborde la question des capsules. Ouais. Vous avez développé des capsules qui sont compostables. Là encore, c'est un vrai choix industriel et aussi stratégique pour l'entreprise d'aller sur ce positionnement-là plutôt que sur de l'alu. Racontez-nous. Absolument. Alors là, ça a été toujours dans le cadre de notre analyse de cycle de vie. Il y a la fin de vie du produit, et notamment donc, pour la capsule, ce qu'advient la capsule de café après sa consommation. Et donc nous, on a fait le choix de partir sur la capsule compostable, toujours dans cette stratégie de pas de côté, quand tout le marché partait sur l'alu. Ça faisait beaucoup de sens d'un point de vue d'utilisation des ressources, puisque tout est biosourcé et il n'y a aucun déchet après 6 mois. Donc c'est vraiment ce qui nous a plu. Après, ce qui a été un peu plus compliqué malheureusement sur ce produit-là, c'est qu'on s'est heurté face à la réalité économique. Sur la capsule, c'est Nespresso qui fait le marché, tout simplement. C'est le grand leader mondial, c'est l'inventeur de la capsule. Et donc, quand Nespresso fait des capsules aluminium, le consommateur veut des capsules aluminium. Donc, ça a été assez compliqué pour nous de percer. Peut-être aussi que la filière compostable n'est pas assez développée en France. On sent qu'il y a un essor, mais ça, c'est globalement un problème plutôt gouvernemental. C'est que nos gouvernements successifs ont fait le choix d'axer plutôt sur la filière du recyclable que du compostable. Et donc, on n'a pas rencontré le succès espéré. Alors, il y a eu des investissements dans tous les cas. Donc voilà, ça a été une prise de risque. C'est pas la plus réussie, mais d'un autre côté, Nespresso, depuis, a lancé lui aussi ses capsules home compostables, ces fameuses capsules papier. Donc ça bouge, et puis peut-être que finalement, on était sur ce coup-ci peut-être trop en précurseur, avance. Voilà, un peu trop en avance. Un peu trop en avance. Donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu, effectivement. Une dernière question, on l'a vu. Alors vous êtes quand même leader sur un certain nombre de segments, le café bio, le café en grains, vendu en France. Vous l'avez dit, c'est un secteur qui est hyper concurrentiel. Il y a des réglementations qui se durcissent. Comment on réussit à garder le cap, à garder l'énergie de toujours faire ce pas de côté, toujours avec ce prisme de la performance à la fois économique et environnementale? C'est quoi votre bonne recette pour continuer à innover à la fois sur le volet environnemental et tout en restant aussi une entreprise rentable? Alors là, je pense qu'il y a une petite partie qui vient du fait que nous sommes une entreprise familiale. Oui, le propre d'une entreprise familiale, c'est vraiment de penser la réussite de l'entreprise à 30, 50 ans. Voilà, on est vraiment sur le temps très long. Et dans le temps très long, on ne peut pas se permettre de faire abstraction des problématiques environnementales. Et la réussite économique, ça fait sens. Si l'entreprise coule, il n'y a plus rien à sauver. Donc, on a vraiment ça chevillé au corps, que ce soit mon père avant moi, moi désormais, et je pense le passer à mes enfants également.
Super. Merci beaucoup Edgar Mauxon pour l'ensemble de ces informations. Je rappelle que vous êtes leader des nouveaux projets chez Café Méo. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.